Chers téléspectateurs, bonsoir. Si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre émission de débat et de décryptage de l'actualité géoéconomique globale pour parler ce soir de l'agenda des pays du G7 en matière de transition énergétique. On conclave au Japon les ministres de l'énergie et de l'environnement du G7 et de l'Alliance des pays les plus industrialisés de ce monde a décidé d'accélérer la cadence en matière de transition énergétique tout en insistant sur la nécessité pour eux de réduire le recours aux énergies fossiles avec réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, un agenda est annoncé, 43% au moins d'ici 2030, 60% au moins d'ici 2035. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel calendrier, qu'un tel agenda nous est annoncé par les pays du G7 et qu'un tel discours est tenu de la part des pays occidentaux. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que la dépendance de l'Europe au gaz russe et le basculement du centre de gravité de l'industrie mondiale en dehors du vieux continent sont les motivations principales de ce nouvel agenda, ou est-ce pour des raisons de défense du climat et de l'environnement? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans Eco Hebdo juste après ça. Alors pour débattre de l'un des thèmes centraux de l'économie mondiale et comme de coutume désormais, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts maison. À commencer par vous, Abdrahman Mebtoul, vous êtes expert international en économie. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et par Skype en direct depuis Marseille, nous rejoindra dans quelques instants notre enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1, Nazim Sini. Donc que s'est-il passé à Sapporo au Japon? Que s'est-il dit en substance? Je vous propose d'écouter quelques extraits des interventions avant d'alimenter ce débat. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un impact négatif significatif sur l'environnement mondial et les problèmes énergétiques sur lesquels nous travaillons et l'importance de la coopération au sein du G7 qui dirige la communauté internationale s'accroît à nouveau. Lors de la réunion du G7, nous avons reconnu que les différents pays du monde ont des situations économiques et énergétiques différentes et que la voie vers la neutralité carbone d'ici 2050 devrait être diversifiée. L'important est de viser le taux zéro, notre objectif commun, et cela a été reconnu. Place au débat donc, première question pour vous, professeur Abdrahman Mebtoul. Le G7 qui appelle donc à accélérer la transition énergétique selon un calendrier plutôt à moyen, long terme. Quelles sont selon vous justement les vraies raisons de cette démarche? Bon, tout d'abord, pour vos téléspectateurs, il faut définir la transition énergétique qui désigne l'ensemble des transformations du système de production, de distribution, de consommation d'énergie effectuée sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique, visant à transformer un système énergétique pour diminuer son impact sur l'environnement, ce qui renvoie à un nouveau modèle de consommation énergétique. C'est que le monde connaît un bouleversement inégal depuis des siècles. D'un côté, nous assistons à des pluies diluviennes, des inondations. De l'autre côté, la sécheresse et des incendies, avec une sécheresse, des inondations dévastatrices, des canicules terrestres et maritimes et des tempêtes et ouragans. Mais pour situer bien le problème actuellement de l'énergie, c'est que les réserves mondiales d'énergie fossile sont estimées par l'Agence fédérale d'Allemagne de l'essence de la Terre à 40 517 hexajoules, dont 55% pour le charbon, 25% pour le pétrole et 19% de gaz naturel. Ces réserves, en prenant le même modèle de consommation actuel, assureraient 80 ans de production au rythme actuel, cette durée étant très variable selon le type d'énergie, 56 ans pour le pétrole, 54 ans pour le gaz naturel, mais plus de 139 ans pour le charbon et pour l'uranium entre 90 et 130 ans. En 2021, selon l'AIE, dans le mix énergétique, le pétrole représente
30,95%, le gaz naturel 24,42%, le charbon 26,90%, le nucléaire 4,25%, l'hydraulique 6,76% et le renouvelable 6,70%. Hydraulique pour la production d'électricité. Pour la fin 2022, nous avons assisté à une place non négligeable du nucléaire, 7,34% de le mixte, et une légère hausse du renouvelable qui est estimée à 7,42% de la consommation mondiale. C'est dans ce contexte de limiter l'utilisation des énergies fossiles qui menacent le réchauffement climatique et donc l'humanité que les ministres, comme vous l'avez indiqué dans l'introduction, se réunis au Japon à Sapporo les 16-17 avril 2023 suite au rapport alarmant du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, publié en mars 2023, qui note que le réchauffement de la planète causé par l'activité humaine atteindra 1,5 Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, mais dès les années 2030-2035, alors qu'il était prévu auparavant 2050. Donc c'est cette menace effectivement qui a fait prendre conscience au G7 d'une action énergétique pour effectivement développer les énergies renouvelables. Je vous donne un montant, c'est que le montant des sommes consacrées aux renouvelables pour la première fois ont dépassé 1000 milliards d'euros dans le monde, en hausse de 31% en an en 2022 selon Bloomberg, à peu près autant que les investissements dans l'énergie fossile. Une accélération, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, impulsée par la crise énergétique liée à la guerre de l'Ukraine. Et d'ici 2030-2035, les investissements prévus dans le cadre de la transition énergétique USA, Europe, Chine, Inde devraient dépasser les 4 000 milliards de dollars où les grandes compagnies devraient réorienter leur investissement dans les segments rentables à terme. Quant aux énergies renouvelables, le solaire voltaïque pour l'essentiel et éolien se taille toujours la part du lion avec 90% des constructions nouvelles. L'IRNA relève cependant un ralentissement dans l'éolien par rapport aux 2 années précédentes, plus 9% de capacité de production, plus 22% pour le solaire. En volume, l'hydroélectricité reste avec 1250 gigawatts et 37% du total. La première des énergies renouvelables note ce rapport de capacité statistique 2023. Le solaire représente 31% du total et le vent 27%. La capacité totale de production toutes sortes des énergies renouvelables s'élevait fin 2022 à 3372 gigawatts. Cependant, la part reste encore faible, le nucléaire représentant 7,34% du mixte et comme je l'ai dit précédemment, une légère hausse du renouvelable, c'est 42%. C'est dans ce contexte que la réunion du G7 des ministres a envisagé des objectifs pour augmenter la capacité de production d'énergie solaire au moins 1 térawatt et celle des éoliennes en mer 150 gigawatts d'ici 2030 et l'Europe se propose pour sa consommation intérieure d'arriver à 50% de sa consommation en énergie renouvelable, tout en effectivement luttant contre des industries les plus difficiles à décarboner, parmi lesquelles la chimie, le transport maritime et l'acier, et d'ici 2040 et accélérer leur sortie des énergies fossiles sur le plan environnemental. Les pays du groupe se sont engagés à réduire à zéro leur pollution plastique d'ici 2040 grâce à l'économie circulaire, à la réduction, à l'abandon des plastiques. Mais si c'est question des émissions dans les marchés émergents et depuis longtemps au centre des préoccupations des pays développés, toutefois les pays les plus riches du monde, y compris la Russie et la Chine, qui sont de gros pollueurs, doivent faire davantage d'après le G7 pour aider les pays émergents à réduire les émissions de carbone. Dans ce cadre, le G7 s'est engagé à œuvrer avec les autres pays à développer et à rassembler à peu près 100 milliards de dollars par an pour les pays émergents contre le réchauffement climatique. Une promesse peut-être utopique puisqu'elle avait été déjà dite au COP de Paris. Est-ce qu'elle sera réalisable? D'autant plus que un sommet pour améliorer l'accès au financement des pays en développement en matière climatique
un point sensible et crucial pour la réussite de la COP28, Très qui bien, est notamment professeur. prévue à la fin de juin à Paris. Très bien, professeur. Voilà un peu ce qui se passe Oui. sur le plan des décisions du G7 et effectivement, est-ce que cela sera réalisé? Et comme l'a souligné le début de votre Oui. reportage, la guerre en Ukraine a accéléré le développement des énergies fossiles. Très bien, professeur. Nazim Sini nous a rejoint, comme je le disais, en direct depuis Marseille. Bonsoir, Nazim Sini. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, ce sujet, je le sais, il vous tient à cœur. Alors, qui dit accélération de la transition énergétique, dit recours aux énergies renouvelables. Mais force est de constater, malgré les chiffres avancés par le professeur Mebtoul, que les investissements en la matière restent bien loin de ce que mettent les majors sur la table en matière de prospection hydrocarbures, malgré la baisse des budgets qui y sont alloués durant les dernières années. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, c'est une question qui est récurrente. Pourquoi? Parce que depuis la fameuse COP 21, donc les fameux accords de Paris, les pouvoirs publics et la plupart des États mettent une pression sur l'industrie pétro-gazière, Oui. et notamment ceux qui exploitent les énergies fossiles. Mais quand vous voyez les profits qui ont été générés en 2022, je tenais à rappeler que les 5 principales majors du secteur, que sont Shell, Total, Eni, BP, Exxon, etc., ont généré près de 200 milliards de dollars de profits. Donc vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas incités, de par ce qu'ils génèrent comme profitabilité, à investir dans les énergies renouvelables qui continuent à être extrêmement coûteuses en matière d'investissement. Je tiens juste à rappeler qu'en 2020 ou en 2021, le géant saoudien Aramco a fait un chiffre d'affaires de 2000 milliards de dollars. Tout à fait. D'ailleurs, il a dépassé pendant quelques instants Apple, qui était l'entreprise la mieux valorisée au monde. Oui. Donc, c'est pour vous dire un peu l'étendue de ce qui se passe dans ce secteur-là, qui est un secteur névralgique, puisque nous avons besoin d'énergie pour faire tourner la plupart de nos économies, la plupart des secteurs d'activité. Mais force est de constater que décarboner une économie, ça coûte beaucoup d'argent, et surtout, il faut un courage politique que n'ont pas encore trouvé les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des enjeux climatiques qui sont importants, qui mettent en danger la civilisation humaine. Et vous savez, nous en avons parlé, vous et moi, plusieurs fois sur le plateau. Moi, je crois que fondamentalement, le danger qui guette l'humanité à la fin du siècle, c'est véritablement le réchauffement climatique. Et un des secteurs les plus polluants, celui qui contribue à ce réchauffement et à ce dérèglement climatique, n'est autre que le secteur des énergies fossiles. Maintenant, la question est de savoir comment on peut inciter ces industriels à pivoter leur modèle économique vers des énergies propres. Donc c'est là l'enjeu. Pour moi, il est fondamental, c'est d'abord de revoir la fiscalité. Il faudrait avoir un matraquage fiscal très important sur les énergies fossiles. Aussi également légiférer pour imposer à ce que chaque major puisse produire un quart ou un tiers de son énergie qui soit issue des énergies propres, donc solaire, éolien, etc. Et également, je pense qu'il faut investir massivement dans de la R&D, puisque aujourd'hui, nous n'investissons pas assez dans l'hydrogène vert, par exemple, ou dans d'autres sources d'énergie, notamment des batteries qui puissent être fabriquées autres que par du lithium. Donc, et aussi, il faut le rappeler, c'est que la demande croissante des énergies fossiles fausse un peu les calculs et les investissements et surtout la bonne volonté des industriels. Et je tenais aussi à rappeler, Monsieur Batage, c'est que vous le constatez vous aussi, c'est que nous avons des nouvelles techniques de forage, on découvre de nouveaux puits de pétrole un peu partout dans le monde, ce qui fait que nous sommes quelque part, il y a une sorte de léthargie chez les industriels à véritablement basculer vers l'énergie propre. Donc ça pose un véritable problème pour le futur de l'humanité, puisque, comme je vous l'ai dit, un des secteurs les plus polluants et qui pose problème actuellement, c'est les énergies fossiles. Très bien, Nazim Sini. Justement, vous avez, et à juste titre, parlé de certains pays qui seraient parmi les pays les plus industrialisés au monde et qui auraient peut-être tout intérêt à procéder à une transition énergétique de manière progressive. Mais parmi justement ces pays du G7, il y a aussi les États-Unis. L'oncle Sam, qui est l'un des principaux fournisseurs en gaz et en pétrole de l'Europe, notamment depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Est-ce que Washington, Nazim Sini, joue un double jeu lorsque l'on connaît ses positions sur les questions climatiques, en sus de son excellent positionnement sur le marché de l'énergie? Rappelons tout de même que c'est l'un des plus gros pollueurs de la planète.
Tout à fait. Alors, ce qui est complètement fou, et vous faites bien de le rappeler, c'est que les États-Unis ont un double rôle. C'est l'un des pays les plus polluants de la planète avec la Chine, mais c'est aussi le premier producteur de pétrole au monde. Oui. Donc, depuis 2019, grâce à son pétrole de schiste. Et je vais vous dire clairement, les États-Unis n'ont aucun intérêt dans cette transition énergétique. Parce qu'il faut savoir que l'industrie pétrolière et gazière, c'est 10 millions d'emplois directs et indirects aux États-Unis. C'est pratiquement 10% de leur PIB national. Donc, et c'est des États entiers comme le Texas, comme l'Oklahoma, comme aussi l'Alaska, qui représentent un potentiel de croissance et surtout un potentiel d'emploi, un gisement d'emploi qui est inépuisable presque. Donc les États-Unis n'ont pas intérêt forcément à ce qu'on accélère dans cette transition énergétique. Mais comme vous avez... Lorsque vous facturez le prix du GNL, par exemple, 4 fois son prix à l'Espagne, à l'Allemagne ou à la France, Exactement. vous n'avez tout de même pas intérêt à accélérer ce processus. Tout à fait, surtout quand vos coûts de production sont assez minimes. Oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas un intérêt ou n'y voient pas d'un bon œil cette transition énergétique parce qu'elle reviendrait remettre en cause leur souveraineté énergétique et surtout leur domination en matière de production d'énergie fossile. Oui. Donc ils n'ont aucun intérêt. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'administration Biden a pris des engagements de faire revenir les États-Unis dans les accords de Paris. Et puis surtout, vous avez une société civile aux États-Unis qui est de plus en plus, qui fait remonter des voix en faveur du réchauffement climatique. Et Joe Biden n'a pas d'autre choix, s'il veut être réélu en 2024, du coup, d'apporter une réponse claire à cet électorat qui se soucie dorénavant du réchauffement climatique. Mais en face de ça, l'administration américaine fait face à un puissant lobby de l'industrie pétrolière et gazière, et notamment des plus grandes majors américaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Oui. Très bien, merci Nazim Sini. Abdrahman Mebtoul, alors la facture des importations d'hydrocarbures de la part de plusieurs pays occidentaux a explosé depuis 3 ans pour les raisons que l'on connaît désormais, inutile de les rappeler. Est-ce que cela pousserait-il les pays du G7 justement à accélérer cette transition énergétique? Bon, vous savez, comme ça a été dit précédemment, la transition énergétique dépendra des rapports de force au niveau mondial, notamment de la puissance des lobbies pétroliers. D'un côté, ils ont fait effectivement des profits faramineux, notamment avec l'explosion du prix du pétrole et du gaz naturel, mais de l'autre côté, il y a les effets de la destruction de la planète avec des effets pervers sur toute l'humanité. Moi, je voudrais effectivement, j'ai eu l'honneur effectivement de présider au nom de l'Algérie la commission de la transition énergétique des 5+5 plus Allemagne, le FMI et la Banque mondiale en juin 2019, auquel ont assisté l'ensemble des ministres des Affaires étrangères et le président français Emmanuel Macron. Je suis intervenu effectivement sur les actes de la transition énergétique. Bon, au cours de cette séance qui était quand même assez importante, il y a quand même une prise de conscience des effets pervers du changement climatique, notamment autour de cet axe négatif, ce qui fait qu'il y a quand même une prise de conscience grâce effectivement aussi au mouvement de la société civile. Premièrement, l'impact du réchauffement climatique sur la hausse des niveaux de mer. Le constat est la hausse moyenne des températures qui provoque une fonte des glaces continentales, les glaciers et les icebergs. Le deuxième aspect, c'est la modification des océans qui absorbent naturellement du gaz carbonique en excès dans les océans, acidifient le milieu sous-marin avec une acidification trop importante des eaux marines qui peuvent provoquer des disparitions de certaines espèces. Le troisième élément, c'est l'amplification des phénomènes météorologiques extrêmes qui provoquent l'évaporation de l'eau, ce qui modifie le régime des pluies avec des pluies plus intenses et des inondations. Le quatrième aspect, le réchauffement climatique, est une menace pour les plantes et les animaux, car les cycles de croissance des végétaux sauvages et cultivés sont modifiés périodiquement. Le cinquième élément très important, c'est l'impact du réchauffement climatique qui bouleverse les conditions de la vie humaine. Aujourd'hui, selon le rapport du GIC, environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des habitations très vulnérables au changement climatique.
Le sixième élément, c'est que le dérèglement climatique perturbe la distribution des ressources naturelles, leur quantité, leur qualité, et donc les rendements agricoles et les activités de pêche. Ce qui pourrait diminuer, d'après le rapport de l'ONU, d'environ 2% tous les 10 ans tout au long du XXe siècle, avec des fluctuations chaque année. Et enfin, des impacts sur les coûts, où selon l'AIE, les engagements gouvernementaux actuels ne permettraient d'atteindre que 20% des réductions d'émissions nécessaires d'ici 2030. Et pour atteindre les objectifs, il faudrait investir chaque année 4 000 milliards de dollars. Donc, ce réchauffement climatique permet effectivement des bénéfices à certaines sociétés, mais avec des coûts faramineux que les États ne pourront pas supporter. On a vu les incendies, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, des villes entières dévastées par les ouragans. Tout ça a un coût et là, il faut une action effectivement collective et une prise de conscience afin de lutter effectivement. Et là, moi, je tiens à souligner, il faut lire le rapport de février 2022 de la revue GIS de l'ANP, qui a mis en exergue effectivement le souci de l'Algérie notamment de lutter contre le réchauffement climatique et de réaliser la transition énergétique, qui est un élément fondamental de la sécurité à la fois mondiale et de la sécurité nationale. Donc, vous voyez, il faut avoir une vision en dynamique et ne pas se focaliser sur les profits à court terme. D'autant plus que les industries écologiques, qu'on appelle les industries de la vie, peuvent créer des millions et des millions d'emplois, des secteurs à valeur ajoutée. Comme l'a dit un ex-ministre de l'énergie saoudien, c'est pas parce qu'on est passé de l'âge de pierre au charbon qu'il n'y avait plus de pierre, c'est pas parce qu'on est passé de l'ère des hydrocarbures qu'il n'y a pas de charbon. Je vous ai donné au début de l'émission que les réserves de charbon, c'est 4-5 fois supérieur à celui du pétrole et du gaz. Et demain, avec le génie humain, on pourrait effectivement assister à un nouveau modèle de consommation énergétique. Très bien, professeur. Merci, professeur, encore pour ces chiffres. Nazim Sini, mettons les pieds dans le plat, si vous le voulez bien. À qui bénéficie réellement l'accélération de l'agenda de la transition énergétique? Et pour les pays occidentaux, n'est-ce pas, en fait, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une manière de mettre à genoux le secteur énergétique russe ou ralentir la reprise économique chinoise plutôt que de penser d'abord au climat? Oui, totalement. Je pense que dans votre théorie, il y a un peu de vrai, tout à fait. Et je reste persuadé que c'est une manière déguisée de ralentir la demande chinoise parce que c'est l'ennemi juré, commercialement parlant, des États-Unis. Et c'est une manière aussi de mettre un peu plus à genoux la Russie, qui prend quand même l'ascendant dans ce conflit russo-ukrainien. Mais j'allais vous dire, moi je vois une autre grille de lecture, c'est que l'accélération de cet agenda, il est surtout lié au fait qu'aujourd'hui, l'Europe est prise à la gorge parce qu'elle a une facture des importations des hydrocarbures qui a explosé, qui a été multipliée par 3 et qui ralentit non seulement sa croissance, mais aussi son développement économique. Donc aujourd'hui, si l'histoire continue comme ça, on risque d'avoir une Europe qui risque de se paupériser et d'atteindre des niveaux de vie pratiquement semblables à ce qui se faisait en Europe de l'Est. Et je n'exagère pas quand je le dis de cette manière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette volonté d'accélérer la transition énergétique, d'abord, c'est pour capter des financements, donc des financements internationaux, et c'est aussi une manière de se dire il faut que l'on arrête définitivement cette dépendance au pétrole et au gaz qui viennent principalement des États-Unis, du Moyen-Orient et de la Russie. Donc je pense que derrière le beau discours des Occidentaux et notamment des Européens de lutter contre le réchauffement climatique, il y a des calculs politiques, mais surtout des calculs géostratégiques. Très bien, très rapidement, professeur Mebtoul, un commentaire si vous le voulez bien, avant de conclure cette émission. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est mon pays, c'est l'Algérie. Bon, l'Algérie a adopté un plan ambitieux contre le réchauffement climatique du fait qu'elle a connu au cours du siècle dernier une augmentation de température de 0,3 Celsius par décennie ainsi qu'un déficit de pluie de 15% et se propose de réduire de 7% ses émissions de gaz à effet de serre avec pour objectif 22% d'ici 2030.
Dans ce domaine, l'Algérie a consacré des efforts importants à travers son Sonatrach pour lutter contre le torchage du gaz. Oui. L'effort déployé ont permis de baisser les gaz brûlés de 500 millions de mètres cubes durant l'année 2020-2021 et intensifier ses investissements en matière de production de gaz liquéfié sans carbone. L'Algérie a décidé effectivement sous l'impulsion, les directives du gouvernement et du président de la République, effectivement, d'accélérer la transition énergétique, dont les énergies renouvelables, avec une perspective horizon 2030 de 40% de la consommation intérieure, et a décidé de consacrer entre 20 et 25 milliards de dollars à l'hydrogène vert. Très bien, professeur. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé. Merci de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, merci à nos experts d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, Eco Hebdo revient dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.